L'imminence des élections en 2023, le débat sur la congolité, évidemment la situation sécuritaire avec l'état de siège, mais pourquoi pas aussi la gestion calamiteuse de la crise suivant l'éruption volcanique du Nyiragongo. On en parle aujourd'hui dans votre émission, mesdames et messieurs, avec Joseph Mabiti. Il est coordonnateur national de la Ligue des jeunes républicains de l'Alliance nationale pour la démocratie et l'émergence du Congo, ANADEC en sigle, parti cher à l'ancien ministre de l'aménagement du territoire, M. Agé Matembo Toto. Et puis il est encore coordonnateur adjoint national de l'ASBEL, la jeunesse kabiliste, mais aussi président national de Ensemble Développement les Congo, membre du FCC évidemment. Il est initiateur de la prochaine campagne La jeunesse c'est maintenant, qui vise à mobiliser les jeunes sur l'engagement dans la vie sociale. Avec nous ici sur ces plateaux, Joseph Mabiti, fidèle téléspectateur à qui je vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour Merveille. En forme ? Oui, ça va, ça va. Mais je dois te dire que c'est pas facile de vous avoir sur le plateau de Point de Vue, et surtout qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et espèrent aujourd'hui avoir vraiment un point de vue pertinent de la part d'un des leaders de la jeunesse congolaise actuelle. Non, il est vrai que nous travaillons sur le terrain. Nous estimons qu'il n'est pas important de tout le temps passer dans les médias tant qu'il n'y a pas un point de vue à y mettre. Si on n'y a pas longtemps réfléchi, autant pris des éléments importants, parce que la jeunesse, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre des engagements. Il ne faudrait pas se mettre là pour dire les mêmes choses qu'on dit tous les jours. Il faudrait se démarquer dans nos actions, nos réflexions au sein de la communauté. Voilà, c'est toujours une bonne chose d'avoir des jeunes avec des têtes pensantes. En tout cas, la République démocratique du Congo en a besoin, et d'entrée de jeu, nous allons aborder notre premier thème déjà, qui est l'imminence du scrutin électoral de 2023. En tant que jeune, Joseph Mabiti, dites-nous un peu comment entrevoyez-vous les scrutins électoraux de 2023 ? Je pense que 2023 est inévitable. Il est inévitable, par conséquent, l'idéal c'est de travailler sur ce qui se passe maintenant. Le gouvernement, le peuple, les dirigeants, les gouvernés doivent réfléchir à comment maintenant assainir la classe politique, le social, tout ce qui va avec. Nous avons appris pour la loi Lututu là. Il y a des travaux qui sont faits au niveau de l'Assemblée nationale. Qui attendent la rélecture aussi au niveau du Sénat. Voilà. Ça a été déjà voté. Ces grands travail-là doivent être suivis avec vigilance par les jeunes. Moi, j'aime bien plus parler des jeunes, parce que ce sont les jeunes qui votent en majorité. Voilà. Les jeunes sont plus de 65% de la population congolaise. Mais il faut savoir aussi que ces jeunes-là ne sont pas pris en compte lorsqu'il s'agit de répartir certains postes de commandement pour la bonne gouvernance. Je suis membre d'un grand parti, un parti qui défend les valeurs républicaines, notamment la promotion de la jeunesse. Voilà. La jeunesse, au niveau de la jeunesse, il y a deux problèmes. Il y a ces jeunes-là qui ne veulent pas s'organiser et qui ne veulent pas se prendre en charge pour attaquer la société, la communauté. Et il y a ces jeunes-là qui sont déjà prêts, qui s'attaquent, qui s'engagent, mais qui sont en manque d'opportunités. Qui ne trouvent pas d'opportunités. Si aujourd'hui le gouvernement donnait plus de chances, plus d'opportunités dans différents domaines de la vie, ces jeunes-là qui sont engagés pourront faire plus. Les élections, c'est en majorité pour les jeunes. Parce qu'on nous dit aujourd'hui que les caciques, les différents systèmes politiques ont fermé la porte aux jeunes. Mais les jeunes ne vont pas attendre que les vieux poussent leur ouvrir la porte. Ils doivent forcer la porte. Ils doivent se battre. Ils doivent combattre. Et c'est comme ça que les jeunes, et j'aime toujours dire que les jeunes doivent se considérer comme une bénédiction pour la RDC. Ouais, vous avez soulevé un point très important concernant la jeunesse. Ces jeunes-là, aujourd'hui, qui, lorsqu'il s'agit d'établir, comme je disais, une répartition des postes, on se dit toujours on a besoin de jeunes vertébrés. Moi, quand j'entends ces vocables, je me demande qu'est-ce qu'ils veulent dire en employant ce terme vertébré. C'est une façon de dénigrer les jeunes ou de leur diminuer. Étant jeune, étant coordonnateur de la Ligue des jeunes d'un grand parti politique, dites-nous un peu
l'essence de ce terme quand on emploie il faudrait des jeunes qui sont vertébrés pour exercer certaines fonctions au niveau du gouvernement. Je sais pas dire. Moi personnellement, j'utilise pas le mot vertébré. Ok. Moi, je pense que j'utilise le mot plutôt le jeune engagé. Voilà. Moi, je préfère dire un jeune engagé. Moi, je suis un jeune engagé. Dans tout ce que je fais comme réflexion ou comme action, c'est l'engagement que je porte pour la nation que j'aime, pour la patrie que j'aime. L'idéal, c'est pour des jeunes qui se disent que la RDC est un héritage commun et que moi, je suis une bénédiction pour la RDC. Je dois m'engager pour changer les choses. Alors, les vieux attendent. Si il faudrait encore expliquer le mot vertébré, je dirais que ce sont des jeunes qui sont conscients des enjeux. Ok. Et qui s'engagent avec les compétences, avec les expériences, avec... Mais comment ces jeunes vont acquérir de l'expérience pendant que toutes les portes leur sont fermées? Il faut forcer les portes. Il faut forcer les portes. Il faut se battre. Hein, la vie n'est pas facile. Tous ceux qui ont réussi, j'aime toujours dire, il faut prendre exemple sur ceux qui ont réussi. Depuis Lumumba, Kasavubu, Simon Kimong, ils étaient jeunes lors de leur combat. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui leur a donné la porte? Qui leur a ouvert la porte? Qui? Les jeunes ne doivent pas dire toujours le gouvernement doit faire ceci. Non. Nous pouvons peut-être exiger du gouvernement certaines actions, certaines lois. Mais cette exigence-là va passer par notre action personnelle, en communauté, notre action en collectif. Aujourd'hui, nous sentons qu'il y a une émulation avec les mouvements citoyens. C'est très bien. Nous voyons des mouvements citoyens qui sont là, qui se battent pour les intérêts des jeunes. C'est que c'est pas à Goma. Nous fait très mal. Qu'est disent les jeunes? Qu'est font les jeunes? Parce qu'en majorité, les sinistrés, ce sont en majorité des jeunes. Ok. Alors, dites-nous, parce que on parle des scrutins électoraux, récemment, le chef de l'État a effectué un déplacement dans l'espace Grand Katanga, où il est allé jusqu'à même à la province du Lualaba. Il s'est entretenu avec des jeunes et en ce moment-là, le président de la République leur promettait une organisation des élections en 2023. Oui. Alors, dites-nous, en tant que jeune, vous prenez cela comme une campagne de la part du président de la République ou bien vous pensez vraiment qu'il est sur une bonne voie pour mériter c'est à nouveau la voix ou les voix de la jeunesse congolaise? Moi, je pense que les jeunes ne doivent pas s'attarder sur le sujet de 2023. C'est important et ça va arriver. C'est constitutionnel. Après 5 ans, le président, s'il estime qu'il doit encore postuler, libre de son choix, c'est légal. Mais c'est aussi à cette jeunesse-là de veiller à ce que les élections arrivent dans les 5 ans. C'est important, c'est oui. Très important, comme vous le dites, de veiller. Mais s'il n'y a que ça, nous sommes en 2021. Si nous sommes en 2021, qu'est-ce qui est fait maintenant pour les élèves qui ont manqué le cours à Goma? Simple. Aujourd'hui, il y a des frais de fonctionnement qui ne sont pas payés dans les différentes écoles. Il y a des jeunes qui travaillent dans des institutions publiques qui ne sont pas payés à ce jour. Qu'est-ce qui est fait pour ça? 2023, c'est très bien, c'est super bien. Mais faisons les choses par priorité. Voilà. Soyons focus sur l'essentiel. Aujourd'hui, on nous a appris avec les institutions de Bretton Woods que les réserves d'échange ont pu remonter. Mais c'est bien. Nous sommes très contents. Mais qu'allons-nous faire de ça? Comment ça sera injecté? Comment ça sera redistribué? Il y a des jeunes dans cette pluralité, dans cette diversité des jeunes, mais les priorités doivent être connues. Et on doit s'attaquer à ça. À vous entendre parler, je peux en déduire que, selon vous, l'organisation des élections n'est pas une réussite qui nécessite, en tout cas, à ce que nous puissions redonner à nouveau, ou les jeunes, la jeunesse, puisse redonner à nouveau un nouveau mandat au pouvoir actuel. Le pouvoir actuel va défendre son bilan. Il va défendre son bilan, c'est la population de voir les jeunes qui vont voter, c'est qui diront que non, voilà, tel parti, telle autorité a été à même de répondre aux besoins de la population. Soyons vigilants, certes, suivons ça de près, mais même si on doit être voté en 2023, il faudrait un travail de fond maintenant. Ok.
Je ne peux pas dire que je dois être voté en 2023. Je n'aime pas que 2023, mais je ne fais rien en 2021. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour 2023? C'est ça la grande question. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour 2023? Il y a la loi électorale qui bloque à la CENI, bloquée par les membres de votre famille politique, le FCC. Qui, semblerait-il qu'il réclamerait le poste de rapporteur. Alors, en tant que jeune, vous allez nous dire que la faute incombera à qui, au cas où il n'y aurait pas élection en 2023? Il y aura élection en 2023. Je pense que ce qui concerne notre famille politique, il y a cet esprit de consensus. Pour les élections, il faut qu'il y ait consensus. Il ne faut pas qu'il y ait vote à gauche, vote à droite. Il faut que tout le monde se mette d'accord sur les éléments, sur les actions qu'on doit mener. S'ils estiment au niveau du Parlement qu'il faut le rapporteur ou je ne sais pas quel poste il faudrait qu'il soit un consensus. Nous demandons à ceux-là qui sont là au niveau du Parlement de s'attaquer au consensus. Il faut qu'il y ait un consensus. Qu'ils s'entendent, qu'il n'y ait pas pour... Les élections, c'est un domaine très très fragile parce que c'est là où est posée la démocratie. Voilà. Nous sommes une république démocratique. Alors, en ce sens-là, c'est très fragile. Il est important que ceux qui sont en train d'échanger à ce jour sur ces problèmes pensent plus au consensus, qu'on se mette d'accord au lieu que ça passe par un forcing ou par un vote. Ok. Alors, avant de passer au thème suivant de cette émission, j'aimerais au moins avoir votre point de vue sur les conditions de crédibilité de ces élections. On ne voudrait pas avoir ces problèmes de légitimité du pouvoir ou du président de la République après un scrutin. Alors, dites-nous, si déjà aujourd'hui en 2021, nous pouvons provenir cela, comment devons-nous s'y prendre? Je pense que c'est une question d'organisation. Dans chaque structure, dans chaque parti politique, dans la société civile, il faudrait qu'il y ait une meilleure organisation. Dès à présent, réfléchir sur les témoins, réfléchir sur la campagne, sur l'équipe de campagne. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Soyons pluridisciplinaires. Dans chaque organisation, j'aime toujours rappeler que les partis politiques sont les écoles de citoyenneté. Ce sont les écoles des futurs dirigeants. La carrière politique est une carrière d'honneur. Ce sont les partis politiques qui sont censés demain, à travers leurs programmes, leurs projets de société, demain apporter un souffle nouveau au sein de la République, au sein de la nation. Alors si ces partis politiques-là, dès à présent, un parti politique qui se respecte doit avoir un bureau politique, doit avoir une structure sur les élections, doit se préparer à aligner des candidats. Et dans ce sens-là, quand on arrive à 2023, tout est déjà planifié. Tout est parce que diriger, c'est prévoir. Ok. Voilà, merci beaucoup. Puisqu'on parle des élections, nous retiendrons que vous avez foi en l'organisation de ce scrutin en 2023 et déjà il y a eu récemment un sérieux problème qui s'est posé à travers l'opinion tout entière concernant la congolité de pères et des mères réservée à la fonction du chef de l'État. Alors sur ces sujets, pensez-vous ou quel est votre avis sur cette affaire des congolités? Pensez-vous que c'est un débat qui nécessite, qui vaut vraiment la peine de faire partir de la sphère politique actuellement, ou c'est un débat qui peut être renvoyé à plus tard, ou pour certains c'est très important? Moi je pense que est-ce que ces débats-là nous réunissent? Est-ce que ces débats-là renforcent l'unité nationale, la cohésion nationale? Et si c'est pour essayer de dissiper certains préjugés sur nos dirigeants? Il faut qu'on se le dise. Pour devenir président de la République, il y a une loi qui régit pour être candidat de la République. Devenir président de la République, ça suppose que tu as eu un parcours. Tu as eu un parcours, tu as eu à étudier, tu as eu à être dans une entreprise de l'État, ou en particulier, tu as été dans le monde libéral. On te connaît. Tu vas pas qu'est-ce qu'on dit? Tu vas pas être parachuté. Par conséquent, on saura qui tu es. Moi, je pense que c'est un débat, comme il y a Patrick Bekonda qui l'a dit sur Saint-Tweet, que j'ai vraiment apprécié. Il faudrait qu'on laisse ce débat-là dans le lave de Nyiragongo, là.
Ok. Qu'on laisse là-bas, ça nous avance à rien. On a d'autres problèmes. Les gens qui estiment que c'est important, qui nous amènent des lois sur l'économie, Ok. qui nous amènent des lois pour la promotion des jeunes, Ok. qui nous amènent des lois pour l'émancipation des droits de la femme. Là, nous sommes d'accord. Mais apporter une loi qui réserve la fonction du chef de l'État à un Congolais de père et de mère, ça protège aussi quelque part les intérêts de cette jeunesse congolaise. Dans ces pays, Cette jeunesse congolaise qui grogne parfois d'être dirigée par des personnes qui ne se soucient pas vraiment du pays ou du patriotisme en soi. il s'agit d'élections. Il s'agit d'élections. On peut vous ramener un Chinois. S'il ne répond pas aux règles, à la loi pour la candidature, il va pas passer. S'il finit par passer les mailles défilées de la justice, des règles, mais c'est le peuple qui va choisir. Donc si quelqu'un arrive là-bas en étant chinois, un exemple, Ok. c'est que c'est le peuple qui aura choisi. On est quand même d'accord sur ça, non? Oui. Le peuple qui aura fait le choix de choisir quelqu'un qui soit, je sais pas de quelle nationalité. Mais il y a Par conséquent, certains Congolais ne seront pas d'accord avec ça pour dire que un Congolais, chef de l'État, qui n'est pas de père et de mère congolais, ne connaît pas tous les soucis de sa mais population. c'est faux. C'est faux. Hier, j'étais à une fête d'anniversaire d'un Guinéen. Il est jeune, il chante congolais, il mange congolais, il travaille congolais, il engage des Congolais. Quand il suit le foot congolais, il porte le maillot de Congolais. Mais il est Guinéen d'origine. De ce fait, vous affirmez que ce sont des opinions Je discriminatoires. pense que c'est un faux débat. Ça ne nous avance absolument à rien. Ceux qui donnent ces droits-là, ils risquent de créer des dissensions. Et dans le fond, ça ne sert à rien. Parce que nous sommes en RDC. Nous ne sommes pas tous nés d'une mère congolaise ou d'un père congolais. C'est de la discrimination dans le fond. C'est la présidence, certes, c'est important. Mais si quelqu'un, le peuple veut le voter, le problème il est à quel niveau? Moi, Congolais, je préfère voter quelqu'un qui est de père gabonais, de mère congolaise. Et surtout que dans certains pays africains qui, je dirais, sont avancés économiquement sur le plan de développement par rapport à la RDC, on entend ce genre de débats, mais ça fait pas la une de l'actualité en plus. J'aimerais pas m'attarder sur ça. Je crois que j'ai déjà assez dit sur ça. Congolais que nous sommes, soyons unis, battons-nous sur des valeurs républicaines. Si la population, si le peuple veut que ça soit ainsi, on va en discuter. Il y a des forums pour, il y a comment dirais-je, il y a le Parlement qui est là. Je sais pas, est-ce qu'il y a une pétition des Congolais qui a demandé ça? Plus de 100 000 personnes? Mais ça a été une proposition de loi faite par un ancien candidat ou un candidat président de la République qui se réclame le droit aussi d'émettre un avis concernant cette fonction. J'ai beaucoup de respect pour le professeur. Je voudrais pas insister sur ça. Je pense que c'est pas le moment. Le moment est malvenu. Il est assez outillé sur les questions économiques. Je pense qu'il peut s'arrêter là. Voilà, merci beaucoup, Joseph Babiti. On va passer actuellement à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, vous le savez, depuis depuis les deux guerres qui ont frappé notre est du pays entre 1996 et 97 et aussi en 2003 et 2005, le pays, depuis cette partie, vit des atrocités qui ne cessent de se répéter, qui sont sans fin. Alors, depuis le 6 mai de cette année, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a décrété l'état de siège avec des gouverneurs militaires. Alors, comment évaluez-vous déjà cet état de siège à plus de 30 jours? Nous saluons l'initiative. C'est une initiative qui peut apporter beaucoup de changements, mais l'idéal, c'est de voir à ce jour quels sont les résultats. Moi, je pense que il n'y a pas assez de communication. Je sais qu'on voit souvent une communication avec le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, que j'admire beaucoup. Mais je pense que l'état de siège doit nous aider à trouver la solution directe. Si c'est une solution encore, je dirais temporaire,
ou des solutions des pistes qui ont déjà été entreprises avant, notamment, il y a eu plusieurs opérations de ratissage qui ont été lancées en 2019, en 2020, mais sans résultat, sans solution concrète. Non, il faudrait dire que cette guerre n'est pas une guerre conventionnelle. On ne sait pas c'est qui l'ennemi, on ne sait pas s'il vient d'où. Des fois, ce sont nos propres frères qui nous tuent. Il y a de la traîtrise autour. C'est très dur. Nous voulons que ça cesse. C'est bien l'initiative. Mais il faudrait maintenant qu'il y ait une stratégie claire, qu'il y ait un canevas clair. À ce jour, nous apprenons que les fonds ont été alloués en retard. Ça pose déjà problème. Donc l'idéal, c'est de voir comment on peut renforcer ça. Mais que ce ne soit pas une décision à court terme. Il faudrait qu'il y ait une stratégie claire pour qu'ils apprennent fin une fois pour toutes. Je pense que le président Félix Antoine Tshisekedi a l'occasion de mettre fin à un cycle très grave de meurtres dans l'Est du Congo. Et il faudrait qu'il y ait vraiment une stratégie claire, une stratégie concrète. Ça fait mal, nos sœurs qui sont massacrées, nos frères qui sont massacrés. Ce sont ces jeunes-là, avec des potentiels énormes. On se réveille un matin, on vous dit que telle famille est morte. C'est grave. Ouais, puisque vous parlez des jeunes, vous pensez vraiment que les jeunes ont été suffisamment pris en compte dans cette riposte? Parce que ce sont des jeunes, comme vous l'avez dit, qui nous tuent, qui parfois s'engagent dans des groupes rebelles. Mais pensez-vous pas qu'il faudrait entreprendre cette riposte avec comme acteur principal des jeunes? Je pense que c'est de ça que je parlais. Il faudrait qu'il y ait des jeunes engagés. Des jeunes engagés qui vont se dire que la RDC nous appartient, la RDC est notre patrimoine commun et notre héritage, que nous sommes une bénédiction pour la RDC. Que la jeunesse, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut s'engager. Ces jeunes-là peuvent dire que non, pour le bien de la RDC, je vais m'engager dans l'armée, je vais m'engager dans la police. Et ils sauront comment trouver des solutions à ces problèmes-là. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des jeunes qui font des forums, des colloques, pour comment accompagner nos frères et sœurs qui sont au niveau de Goma, d'Ituri, de Rutshuru et tous ces grands coins qui est meurtris. En lieu et place d'organiser des forums, il y a plutôt de jeunes qui sont cités dans certaines organisations rebelles. Il y a même des vidéos qui sont devenues, ou des voices qui sont virales, identifiant certains FARDC, certains jeunes qui œuvrent du côté des milices rebelles. Comment vous appréhendez cette façon de se comporter de la jeunesse comme dans toutes les guerres, il y a cette campagne-là. Il y a cette campagne-là pour essayer de lobotomiser un peu les jeunes, hein, de leur faire oublier leur engagement. Parce que nous n'avons qu'une seule patrie, c'est la RDC. Hein, le pays de Kimbangu, de Laurent Désiré Kabila, le pays de Lumumba. Nous sommes un pays avec tout ce qu'il y a pour les jeunes. Ça nous fait très mal, mais si, avec le gouvernement, avec les autorités, on arrive à instaurer un État fort, le pouvoir de l'État, les jeunes ne pourront plus se permettre d'aller là-bas parce qu'ils sauront qu'il y aura des conséquences graves qui vont impacter leur vie. Et à tous ces jeunes-là qui auront l'occasion de vous suivre à travers l'antenne de BSC-TV, qui adhèrent à ces genres de manipulations, qu'est-ce que vous leur dites en tant que compatriotes? Quel appel allez-vous faire à ces jeunes? Ça pourrait aussi être un moyen efficace pour vous de leur passer au moins une idéologie que vous aimeriez communiquer. Moi, je pense que l'idéal maintenant, c'est de voir ensemble, nous jeunes Congolais, de voir comment changer la classe politique et s'engager. Moi, j'aime toujours dire que la jeunesse, c'est maintenant. La jeunesse, c'est maintenant. Je suppose que les jeunes doivent se considérer comme une bénédiction pour la RDC et considérer la RDC comme un héritage commun pour lequel il faudrait se battre, il faudrait réfléchir et travailler pour son émergence. À tous ces jeunes-là qui n'ont pas encore compris leur place en RDC, de s'engager. Il n'y a que les jeunes. Tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont commencé leur combat très jeunes. Ils ont commencé leur combat très jeunes. Si tu veux que les choses puissent changer, c'est facile de critiquer. C'est difficile de s'engager. Alors engageons-nous pour le bien-être de nous les jeunes. Car nous les jeunes, nous sommes la plus grande partie de la population congolaise.
Voilà, donc le jeune, vous avez entendu hein, le message d'un de vôtres en tout cas, qui est jeune comme vous, mais engagé. J'aimerais que vous puissiez joindre sa position et surtout je tiens à m'adresser à tous ces jeunes-là qui sont en train de œuvrer pour des groupes armés. Ce combat est le vôtre. Désolidarisez-vous de ce groupe armé, revenez du côté patriotique, engageons-nous parce que tous les leaders que nous avons connus à travers l'histoire de ce pays ont commencé leur combat jeunes, comme l'a affirmé les cordons Mabiti. Et puisque on parle de la partie est du pays, nous allons un peu rester là-bas pour parler de cette tragédie qui a frappé récemment le pays tout entier, en tout cas cette éruption volcanique après 15 ans du Nyiragongo qui a fait pas mal de victimes, beaucoup de déplacés et la gestion s'avère très 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 médiocre. La gestion du gouvernement congolais face à cette crise est tellement critiquée. Alors, je sais pas, vous aussi vous critiquez cette gestion autant que l'opinion nationale et internationale ou en tant que jeune, vous avez au moins quelques orientations ou un avis à émettre. Bon, cette situation est une situation très grave. Euh, Ça me fait très mal. Je n'aime pas vraiment en parler parce que je manque beaucoup d'informations. J'ai des frères, des sœurs qui sont là-bas, qui m'écrivent. Et il manque d'eau, il manque d'électricité, il manque de lits, il manque de toit. Pour le compte de l'ASBEL que j'ai initié il y a très peu, Ensemble Développons le Congo, une ASBEL des jeunes, nous sommes dit nous allons lancer une campagne de solidarité où nous allons bientôt lancer, où nous allons prendre quelques enfants qui ont eu le malheur de se retrouver en cette période d'éruption volcanique, que nous allons accompagner pour leur cursus scolaire. Déjà, il y a plus d'une centaine d'enfants qui sont Oui. identifiés sans parents. Voilà. Oui. Nous allons essayer de voir comment nous allons récupérer avec certains de nos partenaires, prendre quelques enfants que nous allons aider pour suivre leur cursus scolaire, afin qu'ils puissent avoir leur diplôme d'État. Nous y travaillons. Nous demandons au gouvernement que ça soit une priorité. Généralement, pour une affaire comme Nyiragongo, il devrait y avoir une émulation au sein de la population, au sein du gouvernement. Pourquoi il n'y a pas un petit logo Goma dans nos télés ici à BS Voilà. TV? Pourquoi il n'y a pas un petit logo là pour accompagner? Ça nous rappelle tout le jour qu'il y a des frères en ce moment-ci qui manquent de quoi manger, qui ont perdu le boulot, qui ont perdu la maison. Il y a des fonds qui se sont créés, des fonds de solidarité. Il y a le gouvernement qui a déjà le Premier ministre qui séjourne dans la partie est du pays. Il y a des équipes qui sont déjà à pied d'œuvre pour prendre en charge ces personnes qui sont en manque d'eau, d'électricité. Et aussi, ça a été ordonné à toutes les écoles de la province du Sud, qui voient toutes les écoles, de pouvoir inscrire sans condition tous les enfants déplacés. C'est louable de la part du gouvernement, mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Moi, je pense qu'il y a un problème de communication dans cette affaire-là. On nous doit nous dire, à ce jour, il y a eu combien de maisons qui ont été ravagées par la lave. Oui. On doit nous dire. Il faudrait qu'il y ait un bulletin d'information tous les jours. Il faudrait que ça reste dans le mind de chaque Congolais, qu'il y ait quelque part, il y a nos frères qui sont en mal. Il y a eu beaucoup d'efforts que nous saluons et nous encourageons, mais il y a encore beaucoup à faire. À ce jour, il y a vraiment... ce qui nous dérange le plus, c'est la prévention. Voilà. La prévention. Nous souhaitons ceci. Premièrement, moi, j'aimerais... Puisque vous parlez de la prévention, les comités de l'OVG oui, qui dit avoir informé 6 mois plus tôt le gouvernement congolais, mais cela n'a pas été pris en compte jusqu'à l'éruption. On ne va pas accabler le gouvernement à chaque fois qu'il y a un problème. On va leur rappeler ça. Ils sont déjà assez accablés. Essayons de donner au gouvernement des pistes de solutions. Notamment, il faudrait que ces coins-là, cette zone-là, soit considérée comme une zone sinistrée. Une zone sinistrée qui appelle à un financement urgent du gouvernement et qu'on puisse cadrer ces coins-là. Pour que plus jamais il y ait des maisons, qu'il y ait des habitations là-bas, qu'il y ait... Non, ça reste comme un site touristique où on pourra les visiter pour dire qu'en 2021, il y a eu éruption, ainsi de suite. Nous demandons que les zones soient considérées comme zones sinistrées. Nous demandons aussi qu'il y ait une forme d'émulation congolaise, qu'il y ait une campagne forte pour ça.
que le gouvernement puisse nous informer, qu'il y ait un bulletin d'information chaque jour, chaque instant, que le ministère de la Communication puisse nous dire comment ça évolue. Chaque jour. Il y a ceux qui sont allés vers Saké, vers Rubavu, qui sont allés à Kigali. À ce jour, nous en sommes où? Il faudrait même que votre chaîne puisse aussi nous dire quelles sont les informations que chaque jour, en tant qu'on faisait pour la Covid-19 là, qu'on fasse ça pour nos frères de Goma. C'est très important. Voilà, merci beaucoup. On va retenir qu'il faudrait faire de cette zone une zone sinistrée. Fidèles téléspectateurs, vous avez compris les recommandations de la jeunesse congolaise à travers un d'entre eux, un des jeunes engagés, Joseph Mabiti. Je disais, il est coordonnateur national du parti ANADEC, parti membre, coordonnateur national de la Ligue des jeunes républicains voilà. Du parti ANADEC, parti cher à l'ancien ministre Agé Matembo Toto et membre du Front commun pour le Congo, qui nous a fait l'honneur de pouvoir répondre ou de donner son point de vue à travers votre émission que vous suivez attentivement. Quant à moi, je tiens déjà à vous retrouver au prochain rendez-vous avec un autre invité pour des points de vue sur d'autres questions de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien sur notre thème.